journée à tous. Nous sommes toujours en direct du FIC. Merci de nous rester fidèles. Alors tout de suite, on va s'intéresser à un autre sujet qui concerne la cybersécurité, la responsabilité juridique pour les RSSI. Alors le responsable de la sécurité des systèmes d'information, pour nous en parler, deux intervenants, deux experts. Alors d'abord, Maître Sandrine Culafrose. Je l'ai bien prononcé? Parfait. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors vous êtes du cabinet Altana. Absolument. Voilà. Et avec nous Antoine Bajolet, bonjour. Bonjour. Donc RSSI de TDF. Alors tout d'abord, vous êtes ici pour parler justement de la responsabilité qu'incombe au RSSI. Je vais peut-être la poser à vous, maître. Quelle est-elle cette responsabilité? Alors la responsabilité qui incombe au RSSI dépend énormément des obligations qui sont mises à sa charge. Ces obligations ont une tendance à accroître depuis quelques années, alors que ce soit par rapport à la protection des données personnelles, à la sécurisation du patrimoine informationnel de la société pour laquelle ils travaillent, mais également par rapport à des réglementations sectorielles. Je pense notamment au secteur financier, la loi de sécurité financière, ce genre de choses. Des secteurs qui sont plus en fait concernés? Oui, par la sensibilité des données, qu'ils traitent des données bancaires ou alors des données de santé par exemple. Et s'agissant de la responsabilité en tant que telle, il y a trois domaines qu'il faut distinguer: la responsabilité pénale, la responsabilité civile, la responsabilité qui pourrait entraîner une sanction disciplinaire pouvant mener jusqu'au licenciement et donc à la perte de l'emploi du RSSI. Donc à prendre au sérieux. Alors justement, Antoine Bajolet, quelles sont vos missions, vous, en tant que RSSI? Alors, mes missions en tant que RSSI à TDF, la mission générale est de contribuer à la protection du patrimoine informationnel de l'entreprise. Et donc, à ce titre, eh bien, mes missions consistent à proposer et améliorer la politique de sécurité de l'information de l'entreprise, à sensibiliser les collaborateurs et, on va dire, les entités qui développent et exploitent les applications du système d'information, de les former à la sécurité des systèmes d'information, et enfin à surveiller le système d'information et à y réagir sur incident. Et concrètement, les risques concrets à couvrir, ça ressemble à quoi au quotidien, les missions auxquelles vous êtes confrontés? Les risques concrets à couvrir, sans rentrer véritablement dans le détail, vont des comportements imprudents des collaborateurs qui, par exemple, amènent des clés USB avec des logiciels qui ne viennent pas dans l'entreprise sur les ordinateurs de l'entreprise, des clés USB souvent qui ont été branchées sur l'ordinateur de l'université de la progéniture de ces collaborateurs, par exemple, jusqu'à l'investigation d'une fuite de fichiers clients ou de données confidentielles opérées par un collaborateur qui serait parti. Alors la fuite de fichiers clients, ça peut paraître assez rare, mais le partage de clés USB, c'est quelque chose qui est très facilement répandu. Tout le monde fait ça. Comment vous arrivez à gérer quelque chose d'aussi répandu en entreprise? En fait, on détecte les programmes malveillants quand ils arrivent sur le système d'information de la société et dans notre cas, c'est de sensibiliser le collaborateur en lui disant que faire venir une clé USB qui provient du système d'information d'une université n'est pas forcément une bonne idée quand elle arrive dans le système d'information de l'entreprise, et ensuite de rappeler à l'ensemble des collaborateurs le bon usage, notamment par exemple des périphériques amovibles. Alors c'est une forme de sensibilisation justement. Est-ce que vous menez des opérations de sensibilisation qui vont dans ce sens? Absolument. À différents niveaux d'ailleurs. Je dirais que la sensibilisation en matière de cybersécurité doit intervenir à la fois auprès des dirigeants, qu'il faut sensibiliser pour pouvoir les amener à comprendre le risque, l'impact, les conséquences sur le patrimoine informationnel de l'entreprise, sur leur responsabilité pénale le cas échéant, et puis pouvoir allouer des budgets pour le RSSI notamment. Après, la sensibilisation auprès, on va dire, des utilisateurs ou des managers est importante aussi dans si vous voulez, la mise en œuvre des usages qui auront été réglés au sein d'une charte informatique, de politique, de directives, de notes de service. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être liées, je pense, au juridique, ne serait-ce que pour comprendre l'intérêt du geste métier. C'est propre à Altana, ça, l'initiative de mettre en place des opérations de sensibilisation? Non, alors sur le marché, énormément d'acteurs, que ce soit des avocats ou des consultants, proposent des formations, qu'elles soient juridiques ou non, ou techniques.
Ce qui est propre à Altana, c'est la transversalité. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix, c'est un parti pris, d'allier des compétences. Des avocats en pénal, des avocats spécialisés en droit social, des avocats spécialisés en IT, c'est mon cas, travaillent ensemble pour offrir une formation qui va couvrir tous les aspects juridiques de la cybersécurité, que ce soit du point de vue social, pénal ou IT. Et quand les entreprises viennent à vous pour vous demander ce genre de service, qu'est-ce qu'elles vous réclament précisément? Alors ça s'inscrit en général dans le cadre d'une cyberstratégie qu'il faut développer pour l'entreprise et la formation est un des paramètres de cette offre. C'est un des préalables parce qu'on va pouvoir implanter toutes les solutions juridiques ou technologiques qui nous plaira. Il est bien évident que si les utilisateurs ne sont pas informés, sensibilisés aux conséquences, ils ne mettront pas en pratique ces usages. Mais ils viennent vous voir une fois que, par exemple, ils ont été concernés directement par un mal qui les a affectés, ou est-ce que c'est vraiment à titre de prévention, ils y pensent en amont? Alors ça va dépendre des acteurs et surtout de leur secteur d'activité. Certains acteurs viendront à la cyberstratégie parce qu'ils ont été confrontés à une faille de sécurité qui leur aura nui en termes d'image ou en termes de perte de patrimoine informationnel, ou au contraire parce que leur activité nécessite de mettre en place très en amont des mesures préventives. Alors le paysage juridique autour de justement le RSSI, la cybersécurité, il est des fois un peu flou. On prend l'exemple d'un employeur qui pourrait aller espionner l'adresse mail de son employé. Que dit la loi? Juridiquement parlant, jusqu'où il peut aller quelles sont ses limites? Attention, les mesures d'investigation sont très encadrées par la loi et la jurisprudence notamment, qui a bien posé que l'employeur, sauf selon la formule consacrée, sauf risque ou événement particulier, ne peut accéder à la messagerie personnelle et aux fichiers personnels du salarié, j'y viens après, du salarié qu'en présence de celui-ci ou celui-ci du moins appelé. Alors évidemment, il y a des mesures juridiques pour contourner. S'agissant des investigations sur les contenus professionnels, bien évidemment, l'employeur peut y accéder et effectuer toutes les copies et investigations nécessaires. Et pour contrer éventuellement, on va dire, les usages d'un salarié, disons, malveillant qui aurait enregistré et dénommé personnel des informations qui auraient un impact professionnel, il y a des moyens juridiques pour obtenir une ordonnance d'un juge qui permet d'accéder sous réserve de certains garde-fous juridiques, de pouvoir accéder au contenu. Alors Antoine Bajolet, comment vous arrivez à mesurer l'efficacité des dispositifs que vous mettez en place justement pour le RSSI au sein de l'entreprise? En fonction déjà, en termes de mesures d'efficacité, on peut mesurer ce que les dispositifs bloquent comme attaque, qui ne seraient pas bloqués dans l'éventualité où ces dispositifs ne seraient pas présents. Notamment lorsque un salarié reçoit un message de phishing, d'hameçonnage qui contient un lien malveillant. Souvent on voit le clic sur le lien qui est bloqué par les dispositifs de filtrage Internet parce que le lien est reconnu comme malveillant. Et si les dispositifs de sécurité n'avaient pas existé, le salarié serait parvenu à son insu sur un site tentant de lui voler ses identifiants, par exemple. Donc à l'activité des systèmes de sécurité, on mesure ce qu'on a pu bloquer grâce à ces mesures. Alors, quelles sont les sanctions qui sont appliquées en cas de non-application, par exemple, si on n'est pas aussi assidu qu'Antoine Bajolet dans son rôle de RSSI? Alors, ça va dépendre de la nature de l'infraction. Alors, je dis infraction parce que naturellement, je pense à sanction pénale, mais ça va dépendre de la nature de la non-conformité. Déjà, qui contrôle? Qui va contrôler, par exemple? Alors, par exemple, en matière de données personnelles, vous avez des contrôles de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté, qui veille à l'application de la loi informatique et liberté, qui va venir contrôler les moyens mis en œuvre pour sécuriser les infrastructures qui hébergent des données à caractère personnel. Pour les OIV, vous avez aujourd'hui l'ANSSI qui peut réaliser également des contrôles. Donc vous avez comme ça plusieurs éléments, plusieurs institutions qui peuvent être à même de contrôler. Et puis il ne faut pas exclure non plus le contrôle de l'opérateur lui-même qui fait des tests d'intrusion, comme l'a souligné Antoine.
Et comment on peut protéger sa responsabilité personnelle vis-à-vis de celle de sa structure aussi? Quand on est par exemple le chef d'entreprise, des fois aussi la question se pose. C'est à vous, maître, que je pose la question. Et ce sera la dernière. Alors, ce qu'il faut peut-être mettre en place, ou en tout cas réfléchir à mettre en place, sont les délégations de pouvoir. On a eu l'occasion d'en discuter avec Antoine, qui est très au fait du sujet. Une délégation de pouvoir, c'est un mécanisme qui permet de transférer la responsabilité pénale du dirigeant, donc du chef d'entreprise, auprès d'un de ses préposés et qui a les compétences, en tout cas des compétences particulières et beaucoup plus spécialisées pour mener à bien une activité. En l'occurrence, par exemple, la direction des systèmes d'information, le DSI ou le RSSI, sera plus à même de mettre en place une politique en matière de sécurité du patrimoine informationnel et donc pourra assumer, grâce à ses compétences, à l'autorité dont il sera investi et des moyens qu'on voudra bien lui allouer, pourra mettre en œuvre une politique beaucoup plus pertinente et en tout cas une gestion de l'organisation beaucoup plus intéressante. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu l'un et l'autre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis en direct de la FIC. À bientôt.